quels sont les différents types de... alors peut-être qu'elle vous en a parlé déjà. Quels sont les différents types de renforts qu'on a? Et puis aller un peu plus vers la chimie des choses, de comment on fait ces renforts-là et qu'est-ce qu'ils apportent au niveau des propriétés. Donc une petite relation structure-propriété comme on les aime. Et si je vous dis renfort, vous me dites quoi? Je vois fibre, je vois particules et ça me va très bien. D'accord? Ne pensez pas que les composites sont forcément constitués de fibres. D'accord? On verra qu'on a aussi des composites sous forme de particules, sous forme de charges, avec des additifs, et on discutera de ça vers la fin. Et puis, il faut aussi que vous ayez en tête un truc quand même qui est important, qui est, si on n'a pas une bonne connexion entre guillemets entre la matrice et les renforts, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, il faut vraiment que l'interface matrice-renfort soit bien étudiée et soit éventuellement modifiée avec différents types de traitements que vous verrez avec Madame Benevaux si ce n'est pas déjà fait, et puis qu'on reverra un petit peu peut-être sous une autre forme entre nous après. OK? Donc voilà un petit peu l'idée de l'affaire. Donc je mettrai mes slides sur eCampus, mais ce serait bien quand même d'avoir des traces de ce que je dis dans votre cours. OK? Donc tout le monde m'a reconnu, hein? Mais au cas où j'ai mis mon nom avec mon mail et puis mon numéro de bureau le jour où on sera de nouveau en présentiel. Soit bientôt. Donc ça, c'est cool. Donc, pour commencer, on va parler de manière générale des renforts et puis on va rentrer un petit peu dans le détail dans les différentes parties qui suivent. Donc, ça, certainement que Madame Benevaux vous en a parlé. Hein. Composite, c'est une matrice, un renfort, une interface. Votre matrice, elle est massive. Je reprends le terme d'Iman. Votre matrice, c'est la phase continue. D'accord? Et vos renforts vont être votre phase discontinue. Il y a deux choses à bien avoir en tête sur ces renforts. Ils peuvent être de différentes formes, avoir différentes présentations, architecture. Il y a plusieurs termes qui peuvent englober tout ça. Les fibres longues, les fibres courtes, les particules. Donc ça, on en parlera. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. La forme, la présentation, la structure. Et puis, évidemment, on peut avoir des renforts qui peuvent être dans des matériaux différents. Vous en connaissez des renforts? Du point de vue chimie? Ouais, le verre. Ouais, fibre de carbone. Kevlar. Ouais, ouais. Tout ça, ça marche. Aramide, parfait. On va parler de tout ça. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, on parlera de ça tout à l'heure. Polymère, ouais, ça marche. Et tout ça, on va en parler. D'accord? N'oubliez pas non plus les fibres en céramique. D'accord? Ça marche aussi. D'accord? Donc, renfort pouvant être en différents matériaux et renfort pouvant avoir différentes présentations. Et finalement, vous choisissez votre matériau de
de renfort et sa présentation à partir du moment où vous avez une idée des propriétés que vous cherchez sur votre composite final, d'accord? Et le choix du matériau et le choix de la présentation va influencer ces propriétés. Ça marche? Alors juste, je pense que ça, vous en avez parlé, ou vous allez en parler avec Madame Benevent, hein. Les matrices dont on parle, nous, essentiellement, là, dans ce cours, c'est les matrices polymères, les matrices caoutchouc, les matrices céramiques et les matrices de type métaux. Tout ça, ça existe. Je pense que Madame Benevent, elle va plus aller sur du polymère, comme vous imaginez. D'accord? Donc, est-ce que ça sort aussi merdiquement chez vous que chez moi? Ok. Alors, 2 secondes. 2 secondes. Je vais l'enregistrer en PDF parce que je pense que je vais avoir moins d'emmerde. Excusez-moi. Tac, tac. Il faut que je le recharge, du coup. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Conversion en cours. Bon, je vous propose une sieste. Hop, on reprend. C'est reparti. Normalement, ça devrait aller. Ça va, Elio? Ouais? Ça marche. Bah, ouais. Toujours. Donc, on en est là. Donc, premier point important, c'est la présentation, la forme, la structure de vos renforts. Si vous regardez ici le composite que je vous ai un petit peu schématisé, c'est les composites à base de particules. Donc, les renforts sont sous la forme de particules. Qu'est-ce que ça va induire le fait d'avoir ce genre de composite? Les particules, forcément, il n'y a pas de dimension privilégiée dans l'espace. D'accord? Selon les particules que vous utilisez, vous pouvez les utiliser pour améliorer les propriétés de rigidité, les propriétés de tenue en température et de la résistance à l'abrasion. Vous connaissez des particules qui vont vous permettre d'avoir une amélioration de la résistance à l'abrasion? Alors, la silice, ça pourrait marcher. Effectivement, la silice pourrait marcher. C'était pas ça, c'était pas ces particules-là que je pensais, mais ça pourrait marcher. Le diamant, Grégoire, t'es gentil. Je pense qu'un composite à base de diamant, c'est pas très fréquent. Titane, ça marche pas. Non, plus simple. Non. Oui, Yariba.
carbone, mais carbone dans la structure noire de carbone. D'accord? Noir de carbone, ça vous permet d'avoir une résistance à l'abrasion. Oui, enfin, ça coûte pas pareil, hein, le diamant Grégoire, quand même. Non, mais j'imagine. Alors, noir de carbone dans un atelier, c'est assez sympathique, ouais. C'est assez merdier dans ce type d'atelier. Après, au niveau des propriétés, vous pouvez améliorer la résistance au choc avec des polymères aussi. Exemple de polymère que vous pouvez utiliser pour la résistance au choc, ABS, ouais. Exactement. Donc le polystyrène, alors l'ABS, c'est le cas top, c'est-à-dire copolymère acrylonitrile butadiène styrène. Après, vous avez ce qu'on appelle le polystyrène choc, où en fait, c'est un copolymère polystyrène polybutadiène. Mais ça marche. Ça marche, je vais voir. Donc, première possibilité, on verra dans les exemples de renforts qu'on va utiliser sous forme de particules. Soit elles sont utilisées pour améliorer certaines propriétés, soit elles sont utilisées simplement pour abaisser les coûts. OK? Ça marche cette affaire-là? Composite à particules. Alors, on va discuter de ça, Marina. Normalement, oui. D'accord? Normalement, oui. Ça marche? On va en parler, Jules. En fait, on verra au niveau du chapitre charges et additifs. En fait, vous avez des charges qui sont renforçantes. D'accord? Et vous avez des charges qui ne sont pas renforçantes. D'accord? Quand je dis renfort, c'est vraiment que vous avez une amélioration des propriétés mécaniques liées au film ou aux charges que vous rajoutez. C'est comme en peinture. Alors, en peinture, vous avez des charges, mais pour le coup, ce n'est pas pour les propriétés mécaniques. D'accord? On en parlera, Jules, de la différence entre charge et renfort. D'accord? Deuxième type de présentation de renfort que vous pouvez avoir, c'est les composites à fibres. Donc là, il faut faire attention aussi quand on parle de ces composites à fibres. Vous avez différents types de fibres, soit continues, soit discontinues. Vous pouvez avoir des fibres coupées, des fibres courtes, des fibres longues, des fibres organisées dans l'espace, des fibres qui n'ont aucune orientation, d'accord? Et donc, intuitivement, on est d'accord, si on a une orientation, les propriétés mécaniques que vous allez avoir dans ce composite-là, où vous n'avez pas du tout d'orientation des fibres, et un composite où vous avez ce genre d'orientation des fibres, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes propriétés mécaniques. On est d'accord? Alors, on parle d'anisotropie du composite. Tout le monde sait ce que ça veut dire, anisotropie? Non? Nope. Anisotropie, tout simplement, ça veut dire que les propriétés varient
selon la direction considérée. D'accord? Anisotropie, propriété qui varie selon la direction considérée. On va en parler juste après de toute manière, pour justement fixer un petit peu ces choses-là. On est d'accord que selon la direction dans laquelle vous allez contraindre votre matériau, votre composite, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses si vous avez des composites en fibre de ce type-là non orienté et ce composite-là. On verra un petit peu comment ça va évoluer. Mais en tout cas, retenez à ce stade-là que selon l'orientation des fibres, vous pouvez moduler les propriétés mécaniques de votre composite. OK? Et généralement, donc pour rebondir ce qu'a dit Marine, enfin ce qu'a demandé Marina tout à l'heure, c'est que généralement, l'idée est d'avoir une distribution uniforme pour que votre matériau soit homogène. Alors, quand je dis homogène, on est d'accord, c'est pas homogène en termes de vous avez une seule phase. Ça, c'est pas ça, hein. Mais homogénéité en termes de propriétés mécaniques. D'accord? Si vous avez un composite où vous n'avez pas une homogénéité, où vous n'avez pas une distribution uniforme de vos renforts, bah forcément, c'est là où ça casse. Hein. D'accord? Donc, on est bien tous d'accord que dès maintenant, puisque vous êtes en master matériaux, vous savez qu'un composite, il y a un renfort, mais que ce renfort peut être sous la forme d'une fibre ou d'une particule. Je ne veux plus que vous pensiez qu'un composite, c'est forcément des fibres dans une matrice. D'accord? Parce que entre nous, là, alors je ne sais plus où je l'ai mis. Tac, tac. Ah bah non, je l'ai pris comme support. J'ai un bouquin là de composites et il ne traite que des composites à renfort fibre. Or, on a quand même un certain nombre de composites qui existent avec des renforts sous forme de particules. Donc, Hartung. OK? Composite à fibre, composite à particules. Ça marche. Alors, si on va un peu plus dans le détail de ces composites à fibres, je ne sais pas si Madame Benevaux a commencé à parler de ça ou... Il faut différencier deux types de composites à fibres. Les composites grande diffusion et les composites haute performance. Vous avez déjà entendu parler de ça? OK. La différence, elle est dans le type de fibre et elle est dans le taux de renfort. Les composites grande diffusion, c'est 95% des composites utilisés. D'accord? Donc, ayez ça en tête. 95% des composites de votre quotidien ou utilisés, c'est des composites grande diffusion. On parlait je ne sais plus qui me parlait de béton armé. Ben, on a aussi des plastiques armés, des plastiques renforcés. Donc, c'est ces composites-là en majorité. Important à avoir en tête aussi, c'est que ces composites grande diffusion, ils ont 30% en taux de renfort. D'accord? 30% en taux de renfort. Et généralement, dans ces composites grande diffusion, ce que vous avez, c'est des fibres courtes, pas des fibres longues.
Qui dit fibre courte, dit, on rebondit sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quelle que soit du coup la direction que vous regardez, vous avez les mêmes propriétés. D'accord? Et ça représente 8% du marché des matériaux avancés. OK? Donc, grande diffusion, 30% taux de renfort, les fibres courtes. Après, on a les composites haute performance. Donc là, généralement, c'est tout ce qui est lié à l'aéronautique. Hein. Le taux de renfort est supérieur à 50%. Et généralement, ce que vous utilisez en renfort, ça va être des fibres longues. D'accord? Intérêt de ces composites haute performance, c'est que les propriétés mécaniques, du coup, sont largement supérieures à celles des métaux. Ce qui n'est pas le cas au niveau des composites grande diffusion. Hein. Ces composites haute performance, c'est 1,5% du marché des matériaux avancés. Et effectivement, ça paraît un marché pas très important en tonnage, ça c'est vrai. Mais par contre, vu la quantité de renforts que vous mettez, les renforts, ça coûte cher, hein, les fibres, ça coûte cher. Donc en fait, ok, on n'a pas beaucoup de composites haute performance. Par contre, ça coûte la peau du cul. Si vous me passez l'expression. Je suis enregistrée, je ne devrais pas dire ça. Donc le prix est 10 à 50 fois plus élevé que les composites de grande diffusion. Ok, donc vous retenez bien, grande diffusion, 30% de taux de renfort, fibre courte, et haute performance, taux de renfort supérieur à 50% et fibre longue. Grande diffusion, on a... Oui, hein, Gariba. Là, je parle, on est d'accord, hein, c'est juste à matrice constante, matrice identique, d'accord? Je regarde l'effet de la fibre. D'accord? Non, pas de souci. Pas de souci. Ok. Ça marche, ça? Oui. Oui, Momo. C'est ça. Alors. Donc, taux de renfort, c'est la quantité c'est la proportion effectivement de renfort, c'est la concentration en renfort que vous mettez dans votre matériau. Toujours sur ces histoires de fibres. C'est pour ça que je vous dis au départ, attention, il y a des composites à particules et des composites à fibres, parce que je parle beaucoup de composites à fibres sur le départ, et après, je reviens sur le composite à particules. Mais ayez bien tout de suite en tête qu'il y a ces deux aspects-là. Donc, d'ailleurs, je devrais pas mettre renfort là, je devrais mettre fibre. Alors, donc on en a parlé, enfin, vous m'avez donné 2-3 exemples tout à l'heure. On va essayer de structurer un petit peu tout ça au niveau de la chimie. On a des renforts de type fibre inorganique. Et on a des fibres organiques. D'accord? Quand je parle de fibres inorganiques, je pense aux fibres de verre, à la silice, aux fibres de carbone, aux fibres céramiques, basalte, alors j'en parle un tout petit peu, les fibres métalliques, j'en parle pas, et l'amiante, j'en parle pas.
Donc, nous, là-dedans, on traitera essentiellement des fibres de verre, des fibres de carbone, super rapidement des autres. OK? Donc, ça, c'est les fibres inorganiques. Normalement, non. C'est pour ça que j'en parle pas. OK? Alors, non, c'est pas bon. Non, c'est plus utilisé, hein. C'est plus utilisé. J'étais en train de penser, est-ce que c'est sous forme particules ou fibres ou c'est le plus dangereux? Je crois que finalement, les deux sont dégagés. Donc ça, c'est les fibres inorganiques. Fibres de verre, fibres carbone, céramique, j'en parlerai un tout petit peu. Bon, voilà. Au niveau des fibres organiques, ben, on a deux aspects. Hein. On a les fibres organiques naturelles. Donc, que ce soit d'origine végétale ou d'origine animale. Donc là, j'irai pas trop, j'irai rapidement là-dessus en vous donnant un tableau récapitulatif des fibres naturelles qui existent. Alors, oui, Xavier. Moi, j'ai une question peut-être bête, mais je préfère la poser. Ouais. Pour moi, les fibres, quelque chose d'organique, c'est du carbone dedans. Donc, les fibres, en soi, c'est des chaînes de carbone. Donc, il ne devrait pas avoir de fibres inorganiques. Alors, fibre organique, c'est CHO. Ouais. D'accord? CHO. Il y a les trois éléments là dans la... Ouais, les trois en même temps, c'est pour ça que j'ai vu que tu n'avais pas tilté. Ah, ok. C'est les trois, ces trois atomes-là doivent être présents. D'accord? D'accord, merci. Pas de souci. Donc, j'irai pas trop dans ces fibres naturelles là, sachant quand même que c'est dans l'air du temps. Ouais, je peux. C'est bon? Momo? Ça marche. Donc les fibres naturelles, c'est dans l'air du temps. Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi c'est dans l'air du temps les fibres naturelles? Écolo, renouvelable, développement durable, biosourcé. D'accord? Tout ça, ça entre. D'accord? Je sais pas, honnêtement, sur les aspects composites, il y a des choses qui existent en matériaux biosourcés, puisqu'on vous dit bien, un matériau composite biosourcé, c'est soit la matrice qui est biosourcée, soit le renfort, soit les deux. Donc actuellement, il y a quand même un certain nombre... Ouais, je suis pas sûre, effectivement, que Gariba, le coton rentre là-dedans. Hein. Je pense plus tout ce qui est chanvre, tout ce qui est jute, lin et tout ça, c'est dans l'air du temps d'essayer de développer des matériaux avec ce genre de fibres. Je sais pas hein, si ça va prendre et si ça va donner des résultats en termes de composite, grande diffusion, haute performance, ça m'étonnerait. Parce que les propriétés mécaniques des fibres naturelles sont pas suffisantes pour concurrencer les autres fibres qui existent, mais à voir. Donc, je vous ferai juste un tableau là-dessus de ces fibres naturelles pour que vous sachiez un peu d'où ça vient, mais on n'ira pas trop là-dedans. Et on a évidemment les fibres organiques de type chimique, d'accord? Avec les fibres artificielles, donc ça c'est type cellulose, viscose, acétate, triacétate de cellulose. Oui.
Effectivement. Et puis le fait qu'elle réabsorbe de l'eau derrière aussi, c'est un souci. Fibre courte, ça dépend. Vraiment, enfin, tu peux un petit peu... bon. Et en fibre organique, on a aussi les fibres synthétiques de type polymère. Avec, donc vous m'avez dit Kevlar tout à l'heure, donc c'est dans la série des aramides, des polyaramides. On a des polyamides aliphatiques aussi, des polyesters. On verra un petit peu ça par la suite. Ok ? Donc voilà un petit peu le bilan de ces types de renforts de type fibre qu'il faut un petit peu avoir en tête pour la suite du cours et puis de manière générale. Ok ? Donc voilà un petit peu globalement les généralités qu'il va falloir avoir en tête sur les renforts de composite. Évidemment que qu'est-ce qu'on vise quand on va rajouter ces renforts? Évidemment, dans beaucoup d'applications, on va vouloir avoir des caractéristiques mécaniques élevées. Donc, soit un module Young, soit une résistance à la rupture, soit un allongement à la rupture élevé. Ça dépend de vos applications, d'accord? Donc, ne pensez pas forcément, ça aussi, il faut que vous enleviez ça de votre tête. Arrêtez de penser qu'un renfort avec un module Young plus élevé va forcément être plus intéressante. Intéressante pourquoi? J'en sais rien, d'accord? Regardez l'application que vous visez. Autre paramètre important sur lequel il y a quand même beaucoup de choses qui sont discutées à l'heure actuelle, c'est on cherche un renfort qui a une faible masse volumique. Tout le monde sait pourquoi? Tout le monde peut me donner un exemple dans lequel on va avoir besoin de cette faible masse volumique? Ouais. Aéronautique, allégée, automobile. Elle n'est pas forcément... je sais qu'on nous blinde un peu avec Mars en ce moment, mais de manière générale, les moyens de transport, votre voiture, on cherche à alléger les structures. Le sport aussi y arrive, effectivement. Si ta raquette de tennis pèse 3 kilos, ça ne va pas le faire, d'accord? Ou votre raquette de badminton, ou que sais-je encore, ça ne va pas le faire. Ou je ne sais pas si vous jouez au golf, mais le golf aussi, d'accord? Donc tout ça, il va falloir prendre en compte les renforts dans la masse et on verra un petit peu qu'il y a certains renforts qui pèsent plus lourd que d'autres. Hein. Autre aspect qu'on cherche à avoir, je vous ai dit, hein, ok, on a une matrice, ok, on a un renfort. S'il n'y a pas d'adhésion entre les deux, s'il n'y a pas de compatibilité entre les deux, l'interface va être pourrie et on n'aura pas les propriétés qu'on cherche. D'accord? Donc, il faut des renforts où on a une bonne compatibilité avec la matrice. Yes? Et évidemment, plus c'est facile à mettre en œuvre, plus on adore ça. Hein. OK? Un truc qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que votre résistance à la rupture et votre module d'élasticité quand vous avez des fibres sont beaucoup plus élevés que quand vous avez un matériau massif. Alors, pourquoi? Parce que quand vous étirez votre fibre,
quand vous étirez votre renfort, vous allez avoir une structure qui va être parfaite, c'est-à-dire que vous allez avoir de moins en moins de défauts suite à votre procédé de fabrication où vous tirez sur votre fibre. D'accord? Donc, structure. Ben justement, le fait que vous soyez en fibre fait que vous êtes plus vers du semi-cristallin que de l'amorphe. D'accord? Vous enlevez vos défauts, vous organisez. Ouais, moment. Du coup, si on est plus semi-cristallin, enfin, on a tendance à plus être semi-cristallin, ça veut dire qu'on est un petit peu organisé. La structure, elle est organisée quand même. C'est ça qui augmente les propriétés. Ouais. C'est le fait de tirer dans la même section, enfin, dans la même direction. Dans la même direction. Qui va apporter le côté, qui va augmenter les propriétés de résistance à la rupture mécanique. Yes. Exactement. Ça marche. Donc, ayez bien ça en tête, hein, que vos fibres vont avoir des propriétés mécaniques plus élevées que votre matériau massif. OK? Alors, revenons sur les aspects architecture, structure, etc., dont on a parlé un petit peu. Oui. Donc, revenons à ces aspects architecture, structure des renforts dont on a un petit peu parlé dans la partie généralité des choses. Voilà ce qu'on a. Donc, on a vu différents types de renforts. Ici à droite, on va être plus sur des fibres courtes vers des particules. OK? Ici, on va avoir une architecture où on va avoir des fibres plus longues organisées soit dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Vous voyez mon curseur? Bien, ça marche. Super. Donc, fibres courtes, voire particules, on est là. Ici, on a des fibres qu'on organise dans un sens et dans l'autre. On va voir un petit peu les termes tout de suite après. C'est juste pour vous faire sentir un petit peu les choses. Et puis, on a ces fibres-là, longues, qui sont orientées toutes dans le même sens. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir votre composite avec ces différents renforts-là? Est-ce que vous pensez que les propriétés vont être les mêmes? Of course not. Alors, dites-moi tout. Comment vous sentez le truc? Alors, à gauche, faible résistance à la rupture. Alors, Xavier, je vais te dire que ça dépend. Momo, tu voulais dire quelque chose? Moi, je dis ça dépend de l'application mécanique qu'il y a sur le polymère, enfin, qu'il y a sur le composite et de sa direction. Par exemple, pour le premier, si ça vient sur le côté, si c'est une force qui est horizontale, je pense que la résistance, ça va pas être ouf, mais si c'est vertical, la résistance, ça sera largement plus importante parce que les fibres sont opposées à la force qui est appliquée. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris tout à fait ce que tu as dit. Donc là, j'ai mon matériau avec des fibres comme ça. D'accord? Si je tire comme ça, dans le sens de la fibre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir une résistance qui va être forte ou pas? Ouais, ça marche. D'accord? Quand on tire, alors c'est pour ça,
quand on tire, pour moi, horizontalement, là, d'accord? Donc, quand je suis en traction, finalement, quand je suis en traction dans l'orientation des fibres, je vais avoir une résistance super forte. D'accord? Par contre, effectivement, si je tire, alors, si je tire comme ça va se déstructurer. Vous avez compris l'idée ou pas? D'accord? Ça va se déstructurer si je tire en vertical par rapport à ce renfort-là. OK? Alors, ouais, Jules. Mais là, c'est dans le cas d'une élongation, mais dans le cas où on appuie, dans le cas où on appuie quand ce sera enfin, qu'on appuie de manière verticalement ou horizontalement, il y aura quand même une bonne résistance, non? Ouais. Mais des deux côtés, par contre, là. Alors que dans le cas de l'élongation, un peu moins. Enfin, dans le cas de l'élongation, quand on fait une élongation. Ouais, alors généralement, quand on parle de résistance, ouais, bon. Dans ma tête, résistance mécanique, ça va être en traction. D'accord, on regarde jamais les compressions, en fait, enfin, très peu. Si, alors, bien sûr que si, quand tu vas être dans des applications aéronautiques, tu as intérêt à savoir si ta compression au moment où tu décolles va tenir ou pas. Donc, mais là, dans ma tête, c'est plus traction. Donc, je fais peut-être un raccourci. Par contre, avec celui-là, est-ce que je vais avoir... qu'est-ce qui va se passer au niveau de ma résistance? Si je prends le renfort du milieu. Alors, uniforme ou... Ouais, je préfère ce que me dit Anaïs. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir une résistance uniforme dans toutes les directions parce que globalement, là, je vais avoir une résistance qui va être peut-être moins forte que celle qu'on a à gauche. D'accord? Voilà. Moins bonne dans la direction verticale. Enfin, on va avoir une résistance quand on va tirer verticalement. On va avoir une résistance quand on va tirer horizontalement. D'accord? Certainement moindre que si on n'avait que des fibres dans un seul sens, mais en tout cas, on a une résistance dans les directions perpendiculaires orthogonales. D'accord? Par contre, si je tire de travers par rapport à l'orientation des fibres, c'est pas évident que ça tienne bien. OK? Et dans le troisième cas de figure, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est-à-dire que quel que soit la... Alors, quel que soit... Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est quelle que soit la direction dans laquelle vous allez appliquer votre contrainte, la réponse va être la même. D'accord? Donc, vous avez une résistance dans toutes les directions, mais comme le dit Jules, plus élevée certainement que si on n'avait pas de renfort du tout, mais moins forte, 1, 2, 3, que les deux cas précédents. D'accord? Donc, on peut un petit peu résumer ça comme ça. Dans le cas des renforts où il y a une orientation unique, votre résistance, elle est très élevée dans la direction des fibres. D'accord? Dans ce cas de figure-là, votre résistance, elle est forte, pas très forte, d'accord? Forte dans ces directions-là. Et dans le cas des fibres courtes ou des particules,
vous avez une résistance multidirectionnelle, donc quelle que soit la direction de votre contrainte, votre résistance va être la même. Donc, vous allez avoir une isotropie, alors qu'ici, vous avez une anisotropie. Mais votre résistance, elle n'est pas très forte. D'accord? Donc, dans le sens, votre résistance mécanique, elle est très très forte dans le sens de la fibre à gauche, et plus vous allez vers la droite, plus votre résistance va diminuer. Ça marche, ça? Ok. Donc, pour un petit peu caler les choses, comme l'a dit Jules tout à l'heure, est-ce qu'on est en traction? Oui, pardon. Pas de souci. Donc, les structures des composites sont souvent anisotropes. Donc, maintenant, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein. Anisotrope, ça veut dire que les propriétés ne sont pas les mêmes suivant la direction dans laquelle vous appliquez votre contrainte. OK? Donc, pour compléter ce que j'ai dit il y a 2 secondes à Jules, c'est que la plupart des renforts travaillent bien en traction, mais au niveau compression et cisaillement, vous avez des moins bonnes performances. Et donc, tout le jeu va être de dire, ah ben tiens, selon l'application que je vise, soit j'ai besoin d'avoir de l'anisotropie ou de l'isotropie, ah ben je vais utiliser une texture, une géométrie des renforts qui va s'adapter à l'application. D'accord? Et donc, on va jouer là-dessus pour développer les renforts et les structures, les architectures des renforts. OK? Ça marche, ça? Ouais, Momo. Pour être sûr, par rapport au terme anisotrope, ça veut dire que le matériau ne va pas réagir de la même manière en fonction de l'essai mécanique qu'on applique sur lui. Si, par exemple, c'est en horizontal ou en vertical. Oui. On est d'accord, ok. Merci. On est d'accord. Isotropie, vous avez tous fait du grec dans votre jeunesse. Isotropie, non, mais on n'a pas besoin d'avoir fait du grec pour savoir ça. Je ne sais même pas si c'est grec ou latin. Ah, il n'y a que Gabi qui comprend ce que je dis là. Iso, mais si, vous l'avez vu dans les polymères isotactiques, syndiotactiques et atactiques. Iso, c'est la même chose. D'accord? Donc, isotrope, ça veut dire que les réponses sont les mêmes dans toutes les directions. C'est bien ça? Non? Et donc, anisotrope, les propriétés ne sont pas les mêmes selon la direction. OK? Je voulais être sûre de... C'est qui le champion? C'est Gabi? Gab. Bon, est-ce que c'est bon là-dessus? Anisotropie, isotropie. C'est calé là? Yes. Et donc, alors, n'ayez pas peur de ce tableau.
D'ailleurs, je vais le remettre plusieurs fois pour qu'on suive un petit peu les choses. Ça répertorie les différents types d'architecture des renforts. Et on va prendre, allez, combien? 1, 2, 3, 4 exemples, je pense. D'accord? Et faites-moi penser, c'est à moi d'y penser, hein. Il faut que je vous amène justement, parce que j'ai plein d'échantillons à vous montrer, mais c'est moins sexy quand c'est en visio. Donc je vous amènerai ça, les différents types de renforts, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est là. Au-delà des images que je vais vous montrer là, que vous voyez un petit peu. Alors moi, je ne vais pas trop discuter de tous les systèmes tridimensionnels qui sont là, parce que finalement, c'est des assemblages, c'est des assemblages de ces architectures-là. Par contre, je vais un petit peu parler de ces architectures-là. OK ? Et donc, on a des architectures monodimensionnelles, bidimensionnelles et tridimensionnelles. Donc, moi, je vais juste parler du mono et du bidimensionnel. Ça marche ? Et donc là, voilà, c'est des petites images là, mais c'est pas génial. Là, ce que vous avez en haut à gauche, alors après, on peut peut-être zoomer. Je sais pas si tout le monde peut. En haut, là, en fait, on a des fibres de verre, ici aussi d'ailleurs, d'accord ? Vous voyez bien que les renforts ne sont pas les mêmes à gauche et à droite, d'accord ? Donc, à gauche, ça va être une armure unidirectionnelle. Je vais vous donner la définition de ce que c'est qu'une armure. À droite, c'est un sergé. On va voir un petit peu aussi ce que c'est. En bas à gauche, c'est des toiles de fibres de carbone. Et ici, c'est des mélanges entre des fibres de carbone et des fibres aramides, donc des fibres polymères et des fibres de carbone. Vous pouvez avoir aussi un mix entre vos différentes fibres du point de vue chimique. OK ? Donc ça, je vous montrerai ça. Donc, on a différentes structures qu'il faut avoir un petit peu en tête quand même. Donc, vos fibres, elles peuvent être soit linéaires, soit linéiques. Les deux termes sont équivalentes. On parle de fil et de mèche, donc on verra un petit peu ce que c'est là tout de suite. Elles peuvent être aussi sous forme de tissu surfacique, donc on va parler de tissu ou de mat. Et elles peuvent être sous forme multidirectionnelle, et c'est ce que je vous ai dit, hein, je ne vais pas parler de ça. D'accord, c'est des tissus un petit peu complexes, des tissages tridimensionnels, et je ne vais pas discuter de ça. Donc le monodimensionnel, donc sous forme de fil, on appelle ça roving. Donc ensemble linéaire, sous forme de mèche ou sous forme de fil. Donc globalement, quand vous avez là ces bobines de fibres de verre, on est sur ces ensembles linéaires monodimensionnels. Ah ouais, ça je vous ai pas du tout, j'ai pas du tout discuté de ça, hein, mais ayez en tête que vos fibres, elles ont un diamètre de quelques microns, pas plus. D'accord? Donc généralement, vos fibres, vous n'allez pas les utiliser telles quelles sous forme de fibres de quelques microns. Ce que vous allez faire, c'est les réunir
en fil, donc vous allez avoir plusieurs fibres les unes avec les autres, ou en mèche. Alors, on fera un exercice là-dessus en TD où, en fait, souvent, quand on a ces ensembles linéaires, là, on parle de... Je ne sais pas ça, Grégoire. Je vais vérifier. Ça marche? Alors, c'est quoi la différence entre fil et mèche? Une mèche, vous allez avoir un certain nombre. En fait, c'est un paquet de fils ensemble. Donc, le diamètre est plus grand pour une mèche que pour un fil. D'accord? Et donc, quand on est sur ces aspects-là de mèche et de fil, on parle de titre ou masse linéique qui va s'exprimer alors en texte. Donc, c'est en masse de fibres sur 1000 mètres. Donc, ça, on fera un exo. Je ne sais pas si on le fera lundi ou si on le fera en présentiel. Je n'ai pas encore trop réfléchi là-dessus de comment j'organise. Mais on fera un petit calcul pour savoir comment passer de texte à nombre de fils. Et généralement, on parle en nombre de fils ou en nombre de filaments avec des cas où on va dire un cas, ça correspond à 1000 filaments. D'accord? Important, alors ce procédé-là qui consiste à mettre des fibres ensemble, en les juxtaposant pour former des mèches, déjà une chose, c'est qu'il n'y a pas de torsion. Hein. D'accord? Vous ne tordez pas vos fibres les unes sur les autres. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment linéaire. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle ce procédé-là, stratifile ou roving. Donc, voilà, ça, c'est des termes techniques. Et alors, chose que normalement Madame Benevaux va traiter, et on verra si j'ai besoin de revenir là-dessus, c'est la notion d'enzymage. Elle a commencé à vous en parler d'enzymage ou pas? Ouais. Vous avez compris l'idée de l'enzymage? Forcer l'affinité, ouais. Toujours avoir en tête, ok, j'ai une matrice, ok, j'ai un renfort. Si la cohésion n'existe pas entre les renforts et la matrice, c'est mort. D'accord? Le composite, c'est une matrice, un renfort, une interface. Et quand on dit interface, c'est une cohésion entre les deux, entre la matrice et le renfort. C'est clair ça? C'est plus clair? C'est vraiment aider à ce que vos renforts, vos fibres touchent votre matrice, d'accord? Et qu'il y ait une cohésion entre les deux. Que ce ne soit pas l'un à côté. Un peu, ouais. Ça revient à ça. Ça revient au mariage forcé. Alors, de temps en temps, vous n'avez pas besoin d'enzymage parce que le mariage se fait naturellement. Mais de temps en temps, selon le renfort et selon la matrice, il va falloir aider, il va falloir forcer l'affinité. D'accord? Donc, effectivement, le mariage forcé, bon. Ça peut aider en tant qu'image dans la tête. Après, je ne suis pas sûre que dans une copie, ça compte. Hein. OK? Donc, l'enzymage, c'est
ça a pour but d'assurer cette cohésion entre la matrice et le renfort. Et donc, ben, vous allez voir, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, la chimie qu'il va y avoir pour justement aider cette cohésion entre la phase fibre et la phase matrice. Je ne sais pas. Vous avez fait ça déjà? Est-ce que vous avez fait la chimie qui va avec? Je vous ai perdu, les gars, les filles. Ouais, alors c'est pas ça qui me serait venu tout de suite en tête. Moi, je pensais plus tout ce qui était dérivé silane. Mais peut-être qu'elle est partie sur l'anhydride malique, hein, peut-être. On verra ça éventuellement la prochaine fois. Donc, on est bon là, on a traité de cette architecture de mesh, fil, roving. Deuxième possibilité qu'on peut avoir, c'est ce que je vous montre ici, c'est les mattes à fibres coupées. D'accord? Donc, c'est un mat, retenez que c'est un ensemble non tissé. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des fibres qui sont ensemble, mais qui n'ont pas d'orientation et qui n'ont pas de tissage. Ouais, exactement, Alain. D'accord? C'est des fibres courtes disposées dans toutes les directions. Alors, c'est très, très, très moche, l'image qui sort là. Vous en verrez une en vrai en présentiel, je vous montrerai un petit peu. C'est un petit peu plus joli que ce qu'il y a là. En tout cas, ce que je vois là, c'est pas très beau. Bref, c'est en gros des fibres courtes qui sont disposées dans toutes les directions. Et donc, généralement, donc là, je vous mets un mat vert. Hein. C'est généralement ces mats-là, ces ensembles non tissés, c'est à base de fibres de verre. Donc là, pour le coup, qui dit fibres courtes disposées dans toutes les directions, dit propriété identique, donc dit isotropie du matériau. Exact. D'accord? Donc, ces maths vous permettent d'assurer une isotropie du matériau composite. Et vous la mettez aussi comme couche de finition de temps en temps dans certaines applications. Ça peut aussi cacher le tissu ou protéger le tissu que vous pouvez mettre dans votre composite. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc là. Dans quel matériau composite vous avez besoin d'avoir une isotropie? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'application où vous avez besoin d'avoir la même résistance, quelle que soit la direction? Ouais, ça pourrait marcher, ça. Mèche, je suis d'accord, coque de bateau. Quoique je ne suis pas sûre que tu n'aies quand même pas une orientation de résistance. Ça faudrait que je regarde un petit peu. Aile d'avion, c'est pareil. Les contraintes que
que l'aile d'avion se prend dans les dents, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une orientation, quand même, une réflexion sur l'orientation. Un truc plus simple que vous pourriez utiliser. Jante. Ouais, je pensais pas à ça, Elio, mais ça pourrait être un exemple. Après, vous n'êtes pas trop dans le composite, hein, dans un pull. Une roue, ouais. Bon, ça marche, d'accord? Moi, je pensais à un casque de moto. Un casque de moto, on va voir hein, en TP, un casque de moto, c'est pas des fibres unidirectionnelles hein, que vous avez dans votre casque de moto. Ok? Mais tout ça, ça marche. Je suis d'accord. Ok? Donc, mat à fibre coupée, donc ça, c'est fait. Donc, souvent, fibre de verre, ça marche aussi. Nappe unidirectionnelle. Alors, ces ensembles unidirectionnels, il y a dit donc, ce sont des fibres qui sont orientées parallèlement les unes aux autres et assemblées à l'aide de ce qu'on appelle une trame. Donc, c'est ce fil-là. D'accord? Évidemment que dès qu'on est dans des ensembles unidirectionnels, on est dans des propriétés anisotropes. Yes. D'accord? Avec une résistance beaucoup plus forte dans le sens des fibres. La trame, là, le fil là qu'on voit ici, elle permet de conserver le parallélisme et la rectitude des fibres les unes par rapport aux autres. Généralement, quand on est dans des ensembles unidirectionnels, vous avez un taux de fibre élevé. Et du coup, quand je dis un taux de déséquilibre très grand, c'est que selon, ça revient à l'anisotropie, hein, c'est de dire que selon la direction de la contrainte, vous n'allez pas avoir la même réponse mécanique, la même résistance mécanique. D'accord ? Effectivement, on utilise ces ensembles unidirectionnels qu'on a besoin de supporter une charge dans une direction donnée. D'accord ? Dans le cas d'une poutre, typiquement, on a intérêt à ce qu'on ait la résistance mécanique optimale dans le sens de la contrainte. D'accord ? Les ensembles unidirectionnels, généralement, ça va être des fibres de carbone qu'on va mettre sous forme unidirectionnelle. Les fibres de carbone UD. Ok. Ça marche ? Donc, on a vu fil, mèche, on a vu mat, on a vu les nappes unidirectionnelles, donc les orientations. Hein. Après, vous avez les tissus, d'accord ? Donc, soit les tricots, soit les tissages, soit les armures. Ok. Et donc, alors, on a des fibres qu'on tricote. Donc, c'est exactement l'image que vous vous faites hein, quand on vous dit tricot.
vous avez des fils, des fibres qui s'entrelacent avec des courbures pour former votre tricot, d'accord? Différents types de fils ou en termes de chimie, ça peut être soit les mêmes fibres, soit des fibres différentes, d'accord? L'élément de base, c'est une maille, d'accord? Donc là, messieurs, il va falloir se mettre au tricot pour être clair sur ce que c'est que ça. Je suis sûre que Gab, il tricote dans ses moments perdus. Ah, il fait sa sieste, il réagit même pas. Donc, on a le tricot. On a le tricot trame et on a le tricot chaîne. Alors, qu'on s'entende bien, c'est juste, jamais, comment vous dire ça? Jamais je vous poserai cette question-là, d'accord? C'est juste vraiment pour que dans votre tête, ce soit clair de comment je peux organiser mes renforts, mes fibres pour avoir des propriétés différentes, d'accord? Si vous partez sur ce tricot-là, d'accord, vous allez avoir quelque chose d'élastique, mais vous pouvez le déstructurer, le démailler super facilement. Si vous prenez ce tricot-là, ce tricot de type chaîne, pour le coup, vous allez avoir quelque chose de très peu déformable, mais par contre, pour le démailler, il va falloir se lever de bonne heure. Donc du coup, toujours pareil, qu'est-ce qui vaut mieux par rapport à mon application? Il n'y a que vous qui pouvez répondre. D'accord? Donc ça, c'est juste pour culture générale, sachant que pour les applications techniques, on est plus sur les tissus que sur les tricots. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler des tissus. Et on a différents types de tissus. Alors, de manière générale, vous allez avoir ce qu'on appelle les fils de chaîne, qui sont noirs, là, et le fil de trame qui va être en bleu. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les fils de chaîne et le fil de trame, vous allez être perpendiculaire. D'accord? Par contre, votre mode d'entrecroisement, comment vous croisez votre fil de trame avec vos fils de chaîne vont être différents. C'est ce qu'on appelle l'armure. Donc globalement, comment vous le faites en réel, vous utilisez un métier en tissé où vous placez vos fils de chaîne et après vous passez votre fil de trame et vous l'entrecroisez de différentes manières. Le fil de trame, c'est aussi le terme d'huile que vous pouvez utiliser. Bon. Et donc, vous avez 3 types d'armures. Ouais, exactement. Et en fait, c'est rigolo parce qu'en préparant ce cours, je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'infos que j'ai eues parce que Vendée Globe. Parce que tout ce qui est voile, pardon. Mais je vais le mettre, Gariba. Tout ce qui est voile, je vais mettre sur eCampus mes slides. Tout ce qui est voile, tout ce qui est tissage, corde, etc. Enfin, en termes de composite, c'est un truc génial. Enfin, vous pourriez déstructurer un catamaran que vous auriez toutes les notions des composites sous les yeux.
Et même, je crois que quand vous allez dans les procédés de fabrication sur YouTube et tout, vous avez des vidéos de mise en forme des composites qui sont super bien faits. Donc c'est pareil, soyez curieux, allez voir un petit peu ce que vous avez sur ces aspects-là. C'est bon, Gariba? Pas de souci. Donc, 3 types d'armure qu'il faut avoir un petit peu en tête, puisque c'est des armures que vous allez... alors, peut-être pas tous, mais qu'on va utiliser en TP pour la mise en forme. Donc, premier type d'armure que vous pouvez avoir, c'est celle du haut, là. C'est ce qu'on appelle le taffetas. Et en gros, si vous regardez bien, donc en noir, vous avez les fils de chaîne, en blanc, le fil de trame, toujours. D'accord. Si vous regardez le truc, vous croisez les deux systèmes de fils 1-1. Donc, en fait, quand vous regardez, ça passe au-dessus, ça passe en dessous, ça passe au-dessus, ça passe en dessous, ça passe au-dessus, ça passe... D'accord? Donc, ça, c'est l'armure la plus simple. D'accord? Et donc, cette armure-là de taffetas que vous avez donc dans les toiles de bateau, elle a une très bonne stabilité dimensionnelle. Après, donc je finis ce truc-là et après on fera la pause, les loulous. D'accord? Le deuxième type d'armure que vous pouvez avoir, c'est l'armure type sergé. On a le même nombre de fils que dans le premier cas, mais par contre, si vous regardez bien, vous n'avez pas le même croisement. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le mode d'entrecroisement qui définit le type d'armure. Là, si vous regardez, donc en noir, vous avez les fils de chaîne, en blanc, vous avez le fil de trame. Et ce qui se passe, c'est que votre fil de trame, il passe en dessous de X fils de chaîne, il passe au-dessus, etc., etc. Ici, ça va être du 2. D'accord? Vous passez 2 fois au-dessus des fils de chaîne, bim, en dessous de 2 fils de chaîne, au-dessus de 2 fils de chaîne, en dessous de 2 fils de chaîne. Intérêt, et vous regardez, hein, si vous regardez bien, et on le verra aussi en TP, vous avez des espèces de chevrons là, du coup. D'accord? L'intérêt d'utiliser ce type d'entrecroisement là, c'est que vous avez moins de contact entre vos fils de chaîne et votre fil de trame, et que du coup, votre tissu, il est super souple. Vous verrez en TP, voilà. Donc, armure sergée, ok. Armure taffetas 1 pour 1, armure sergée 1 pour... Là, tu en as 1 pour 2, vous en avez 1 pour 2. Ouais, je finis juste le satin et après, on fait une pause. Ça marche? Et donc, dernière armure que vous retrouvez dans les composites, c'est l'armure satin. Et donc là, là, ça dépend un petit peu, c'est pareil que pour le sergé, sauf que si vous regardez bien, votre sergé, finalement, vous avez un effet de diagonale qui est très, très fort. Alors que pour un satin, 1, 2, 3, vous répartissez un petit peu comme vous voulez vos décrochements, d'accord? Et là, clairement, donc vous avez 4 au-dessus, 4 en dessous, 1 au-dessus, 4 en dessous. Et ça, tout au long.
Et du coup, vous n'avez plus cet aspect diagonal que vous pouvez avoir dans le sergé, qui peut être aussi un petit peu problématique. Donc, vous gardez la souplesse du sergé. Par contre, vous avez une meilleure rigidité parce que du coup, vous n'avez plus ces points en diagonale. OK? On se fait une petite pause du coup?